Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio du MJCF 78, du mouvement des jeunes communistes des Yvelines. Je suis en compagnie de Mathieu Bolzinger, secrétaire à l'organisation du mouvement des jeunes communistes des Yvelines. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une émission qui sera sur le thème de l'école. Si j'ai bien compris, nous recevrons divers invités. Beaucoup, on en aura 4 différents cette fois, qui nous donneront chacun leur point de vue concernant la situation de l'enseignement pendant cette période de confinement. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à nous ajouter? Oui, bien sûr. Du coup, on a à la suite des annonces du gouvernement qui ont lieu la semaine dernière par rapport notamment au bac, le contrôle continu, etc. On a souhaité du coup réagir et puis laisser la parole aux différents acteurs de l'éducation, à savoir les lycéens, les parents d'élèves, et puis du coup aussi donner la voix aux professeurs et notamment au monde syndical de l'école. Donc bon, on ne pourra pas traiter absolument tout, on va pas faire une émission de 2 heures, donc on va essayer quand même de rester en profondeur sur les questions. Et donc du coup, on va accueillir Sacha Moret, donc, qui est lycéenne à Poissy dans les Yvelines et membre du mouvement des jeunes communistes de France. Evelyne Bras, syndicaliste FSU, élue au CSHCT des Yvelines. Ensuite, on aura donc une parent d'élève, Christine Silva, qui a donc des enfants qui sont élèves en quatrième et en terminale. Et François Hébert, pour terminer, qui est secrétaire de la FSU au niveau des Yvelines, donc un syndicaliste aussi. Très bien, donc nous allons recevoir notre premier invité. Je vous rappelle que c'est un Twitch, c'est une émission en direct. Vous pouvez être amené à nous poser des questions, à nous faire des remarques via le chat. Donc n'hésitez pas, histoire de rendre l'émission un peu plus interactive. Nous avons une équipe qui suit vos messages. Je vous rappelle aussi que c'est une émission que vous pourrez retrouver en rediffusion sur la chaîne YouTube du mouvement des jeunes communistes du 78. Et donc, on va marquer une très courte pause, le temps d'aller chercher notre premier invité, et on se retrouve tout à l'heure. Et rebonjour à tous, nous sommes en compagnie de Sacha Moret. Sacha, bonjour. Bonjour. Sacha, tu es lycéenne à Poissy et membre des jeunes communistes des Yvelines ou de France? Parce que tu as dit de France tout à l'heure. Les deux. Les deux. Les deux, très bien. Bah, comme ça, voilà, pas de dilemme. Mathieu, ta question? Oui, bonjour Sacha, on va commencer déjà par une petite introduction, parce qu'il y a peut-être besoin de donner quelques éléments dans la période pour aussi nos auditeurs. Du coup, lorsque le confinement pointait le bout de son nez début mars, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, expliquait que l'école était prête à un éventuel confinement pour permettre la continuité pédagogique. Quelques semaines plus tard, ce même ministre disait, je cite, nous avons perdu entre 6 et 7% des élèves, chiffre absolument non transparent qui pourrait cacher une réelle hécatombe du coup. Et par ailleurs, ces chiffres ne donnent aucune donnée qualitative sur l'apprentissage des élèves. Du coup, tu as eu l'occasion au cours de la semaine, Sacha, de récupérer plusieurs témoignages de lycéens pour rendre un petit peu ta parole aussi un peu plus collective et moins individuelle du coup. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les retours que tu as eu parmi les lycéens qui t'ont répondu à cette petite enquête sur la question de la continuité pédagogique du coup? Ouais, exact. C'est un questionnaire que j'ai envoyé à une trentaine de personnes. C'était des élèves de seconde, de première et de terminale, en voie technologique et générale. Ces élèves, ils venaient principalement des Yvelines, mais aussi du Rhône. Et donc, du coup, je vais vous parler de la continuité pédagogique. Donc, pour le coup, les élèves, ils ont des grosses difficultés à suivre les cours qui sont mis en place parce qu'on a peu de visioconférences et beaucoup de cours papier qui sont du coup envoyés par mail. On a trop de travail, de choses à rendre et de travaux notés. Certains élèves ont beaucoup de mal à se mettre au travail parce qu'il y a très peu d'accompagnement, voire aucun selon les classes, surtout pour les élèves en difficulté. Il y a de nombreux bugs sur les plateformes qui sont mises en place et il y a une impossibilité d'accéder à certaines ressources. Et enfin, les notes du confinement, elles comptent même pas. Donc du coup, ça encourage les élèves à ne pas travailler parce que leurs efforts ne sont pas récompensés. Ok, merci. Et du coup, puisque bon, tu fais partie du mouvement des jeunes communistes, quelles conséquences concrètes pardon,
cette soi-disant continuité pédagogique est là. Et puis du coup, qu'est-ce que la JC aussi propose aussi dans la période, ou même d'ailleurs en dehors de la période, puisque on n'a pas attendu le confinement pour proposer certaines choses, par rapport à la continuité pédagogique toujours. Donc du coup, il y a des inégalités vis-à-vis de l'accompagnement parce que certains élèves ont des parents qui les accompagnent et d'autres n'ont rien. Et on n'a pas tous les mêmes outils numériques parce qu'en plus, les profs ne sont même pas formés à rendre l'apprentissage accessible à tous, pardon. Et pour ce qui est de la JC, bah, la JC prône un enseignement national qui est accessible à tous. Ok, merci. Traditionnellement, malgré les réformes successives du baccalauréat qui était passé par l'ensemble, le baccalauréat il était passé par l'ensemble des lycéens de France en fin d'année. C'était un gage d'équité pour tous les candidats puisque les épreuves étaient réalisées simultanément avec un barème national répertorié. C'est aussi par cela que ce diplôme conservait une envergure nationale avec l'annonce la semaine dernière d'un contrôle continu pour cette année 2020, prenant en compte l'ensemble des évaluations réalisées, comme tu l'as dit, avant le confinement. Les cartes sont complètement rejouées, y compris les E3C mises en place cette année scolaire ont déjà engendré de réelles problématiques puisque l'avancée des programmes au cours de l'année dépend des établissements ainsi que de la liberté pédagogique des professeurs. Donc du coup, est-ce que sur voilà, cette annonce du contrôle continu et de ne plus avoir un bac qui se réalise en fin d'année par l'ensemble des candidats pour le bac. Est-ce que tu as reçu des témoignages un petit peu, des inquiétudes par rapport, enfin des lycéens par rapport à ça? Ouais. Du coup, pour le bac, les élèves sont inquiets. Certains n'auront pas leur bac au vu de leurs notes actuelles, qui d'ailleurs sont même pas équivalentes selon les professeurs et les lycées. Pour le bac de français, donc pour les premières, il y a une inquiétude pour l'oral. Les élèves, ils n'arrivent pas à préparer convenablement les textes parce qu'il n'y a pas l'échange qu'on a d'habitude en cours et c'est juste des cours papier. On a vraiment du mal à synthétiser les commentaires. Et pour les E3C, il y a, comme tu l'as dit, on peut pas se rattraper parce que le 3C2, donc du coup celui qui était censé se passer dans le courant du mois de mai, ce sera la moyenne des E3C1 et des E3C3. Et donc du coup, ça fait des grosses inquiétudes sur le bac. Certains l'auront pas à cause du contrôle continu, ça c'est pour les terminales. Et pour les premières, non seulement le bac était déjà individualisé, mais là c'est encore pire parce qu'il y a eu des gros soucis sur les E3C1 et on n'aura même pas la possibilité de se rattraper avec le 3C2, donc c'est très embêtant. Ok. Et du coup, par rapport à ce que propose la JC, par rapport à ça, y compris, il y a aussi la question de Parcoursup qui rentre en compte sur la question de l'orientation, puisque pour le rappeler quand même, avant Parcoursup, on avait ce qu'on appelait APB, qui permettait donc au terminal ayant le bac du coup de s'orienter selon leurs envies, leurs choix. Avec Parcoursup, on est passé sur une autre manière de sélectionner les élèves sur le post-bac, à savoir en fonction de leur dossier au cours de leur année, de leur culture scolaire au lycée. Qu'est-ce que la JC, du coup, elle propose par rapport à ça sur l'orientation et le bac? Donc du coup, pour le bac, le MJCF exige le maintien des épreuves du bac en contrôle terminal sur la base de l'enseignement avant le confinement pour pouvoir garantir le caractère national et l'égalité entre les élèves. Et pour Parcoursup, du coup, moi, les témoignages que j'ai recueillis, c'est que les lycéens sont inquiets parce qu'ils sont perdus dans leur choix. Ils sont peu accompagnés pour écrire leur CV et leur lettre de motivation. Il y a aussi et toujours une égalité d'accès aux informations parce qu'il n'y a pas le même accès au matériel numérique et aux ressources disponibles habituellement au lycée. Et ce que propose le MJCF par rapport à Parcoursup, c'est évidemment la suspension du calendrier durant le confinement et aussi la création d'un service public de l'orientation pour que chaque jeune ait accès au conseil adéquat pour choisir ses spécialités ou son université. Pour que ce service public de l'orientation prenne en compte les aspirations des jeunes et leur propose des études qui correspondent à leurs envies et à leurs besoins. Ok, je te remercie. Juste un petit détail, on nous a posé une question sur la question des lycées pro. Pour les Euh, BTS, les voilà, stages notamment obligatoires. exactement. Y compris, je propose que cette question soit posée un peu plus tard dans l'interview, puisque du coup, peut-être que Sacha, t'es pas forcément. Enfin, tu t'es pas en lycée professionnel, t'es pas non plus en BTS, donc je sais pas si tu aurais des éléments à donner, si ça te convient. Non, moi pour le coup, pour les BTS, j'ai rien. Je suis dans un lycée général, donc c'est compliqué.
Ok, donc on posera la question un peu plus tard. Ça marche, pas de souci. On la garde de côté, Michel 78 200, et puis on y répondra ultérieurement. Du coup, bah écoute, merci Sacha. Je sais pas si tu voulais Mais de rajouter rien. quelque chose en particulier. Non, non, c'est bon. Ok, bah écoute, merci pour tes petits témoignages et puis un petit peu ce que propose la JC dans la période. Bah, du coup, on va passer à l'invité suivant. Merci Sacha encore pour ton éclairage ça permet d'avoir un point de vue clair sur la situation et surtout un point de vue de lycéen sur le lycée, c'est important, je pense. Enfin, de lycéenne, du coup, en l'occurrence. Merci à toi. On marque une courte pause pour aller chercher notre deuxième invité et on se retrouve après un court instant. Et bonjour à tous, nous sommes en compagnie d'Evelyne Bras. Evelyne Bras, bonjour. Bonjour. Evelyne, tu es membre du CHSCT et syndiqué FSU. Est-ce bien ça? Oui, c'est Très bien bien, ça. Je suis secrétaire départementale du CHSCT des Yvelines. super. Donc Mathieu, je te laisse ouvrir le bal. Oui, bah, peut-être quelques éléments qui reviennent aussi sur ce qu'on vient de dire aussi avec Sacha. Le ministre Blanquer disait au début du confinement que l'éducation nationale avait tout mis en place pour assurer la continuité pédagogique pardon, en période de confinement. Dès le premier jour, les serveurs tels que Pronote ou l'environnement numérique de travail, qui sont des outils numériques utilisés tant par les élèves, les parents ou les professeurs, étaient déjà saturés, empêchant du coup la mise au travail en tant que telle. L'éducation nationale avait vraiment bien anticipé la situation, parce qu'elle avait vraiment bien anticipé la situation. Est-ce que les professeurs parviennent-ils vraiment à remplir leur mission pédagogique du coup? Alors non, je répondrai non, non, l'éducation nationale n'avait pas anticipé la situation, mais à l'éducation nationale comme ailleurs, hein, mon sentiment est que la gestion de la crise a été faite de manière plus logistique que sanitaire. La cacophonie avec les masques l'illustre parfaitement. Les personnels qui accueillent des enfants dans les établissements scolaires ont malheureusement bien souvent pour seule protection de l'eau, du savon et des serviettes en papier. Il n'y a pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, pas de gants, pas de désinfectant. Les préconisations de l'Agence régionale de la santé, l'ARS, notamment de nettoyer 2 fois par jour les locaux et le matériel utilisé, ne sont pas respectées dans de nombreux établissements scolaires. Et puis, quant à la distanciation avec les plus petits élèves, difficile de fermer des boutons ou faire des lacets en gardant 1 mètre de distance. Alors, dans les points positifs, au retour des vacances, les personnels volontaires dans les écoles disposeront de 2 masques par jour. La quantité est évaluée à 2 semaines, mais ces masques ne protégeront les élèves des projections des personnels, mais pas l'inverse. Donc là encore, ce n'est pas pour la sécurité des agents, mais bien celle des élèves accueillis. Donc, concernant la continuité pédagogique, je pense que dans le meilleur des cas, on peut parler d'accompagnement plus ou moins pédagogique de certains élèves et familles, sans matériel ni procédure adéquate pour les professionnels qui s'épuisent en fait à maintenir un lien. À l'éducation nationale, cette crise sanitaire rend encore plus criante la fracture numérique, mais surtout sociale, que l'on rencontre dans nos classes. Et puis, je vois pas trop comment ils auraient pu anticiper une telle situation quand les métiers de l'éducation ne cessent de se dégrader avec des moyens qui ne cessent de diminuer. Le service public d'éducation, comme celui de la santé et des services publics en général, ont été sacrifiés pour satisfaire une politique libérale. Donc effectivement, c'est dramatique qu'il faille une pandémie et des milliers de morts pour que l'importance des missions des services publics soit révélée. Alors maintenant, voilà, ce que j'espère moi, c'est que cette prise de conscience ne disparaîtra pas avec l'après-pandémie. Bien sûr, et y compris, c'est aussi le rôle de donner la parole pour qu'on entende aussi ce genre de choses, puisque c'est pas sur BFM notamment qu'on l'entend. On a la chance du coup que tu sois donc membre du CSHCT départemental des Yvelines, si je dis pas de bêtises. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le CSHCT et puis quelle utilité du coup il a en temps normal, mais aussi peut-être qu'il en a une nouvelle ou que les prérogatives vont un petit peu changer en période de confinement? Alors, le comité d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, le CHSCT, a vocation à évaluer les conditions de travail et à participer à la mise en œuvre par l'employeur d'une politique de prévention des risques professionnels. Donc, à l'éducation nationale, ça concerne le recteur, le directeur académique, les inspecteurs d'éducation nationale pour le premier degré, chefs d'établissement pour le second degré. Alors,
Sinon, la différence, on va dire, entre le CHSCT en temps ordinaire, hein, et effectivement ce qu'on vit actuellement, c'est que les instances ne peuvent pas se réunir et qu'il a fallu, effectivement créer d'autres, modes, de communication, pour que, les instances puissent quand même, délibérer. Et là, pour le coup, mon rôle à moi, c'est beaucoup de faire remonter du terrain les difficultés qui peuvent rencontrer nos collègues, donc évidemment en matière de sécurité et de santé au travail, et de pouvoir les faire remonter au directeur académique pour y pallier. Ok, et du coup, comment est-ce que voilà, ton rôle au CSHCT se traduit vraiment dans la période quels sont un petit peu, peut-être que tu peux nous faire un petit peu le bilan des derniers CHSCT, les points que vous avez appuyés en précision, voilà, qui rejoignent aussi, j'imagine, la question de la continuité pédagogique directement, puisque on imagine que les personnels, les professeurs rencontrent aussi des difficultés pour se connecter, etc. Et puis peut-être parfois se retrouver dans des situations compliquées. Alors, c'est vrai que nous, on fait partie de l'Académie de Versailles, et dans l'Académie de Versailles, le CHSCT académique a pu avoir, dès le début de la pandémie, un dialogue très ouvert et la possibilité d'interpeller directement le directeur académique, ce qui nous a permis à nous une gestion plus près de la réalité du terrain, avec notamment la mise en place d'un CHSCT toutes les semaines en alternant CHSCT académique et CHSCT départemental. Malheureusement, ce n'est pas le cas du tout dans de nombreuses autres académies. C'est-à-dire que moi, j'ai pu en visioconférence voir l'état un peu des autres académies en France. Et malheureusement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et je dirais que nous, à Versailles, on fait partie sans doute de ceux avec qui l'administration travaille réellement. Sinon, ce que je pourrais ajouter, c'est que par contre, autant effectivement avec l'académie et le directeur académique, les choses se font en toute transparence. Dans le même temps, bien évidemment, on a souffert, nous aussi, de la mauvaise communication présidentielle et ministérielle, et surtout le manque d'outils réglementaires qui témoignent bien de l'impréparation à gérer cette crise. Et ça a généré beaucoup d'incompréhension et d'anxiété chez les personnels. Voilà, nous, dès le vendredi 13 mars, hein, au lendemain de l'annonce présidentielle de confinement, on a des agents qui ont exercé leur droit de retrait parce que soit ils avaient quelqu'un à la maison de fragile ou parce que eux-mêmes, voilà, et ils se sont mis en faute puisque effectivement, on n'était pas dans un cadre de droit de retrait et ils auraient pu tout à fait être sanctionnés pour abandon de poste. Il s'avère que nous, effectivement, sur l'Académie de Versailles, le DAZEN a été extrêmement bienveillant et au vu de la situation, bien sûr, n'a pas fait suite à ces situations et les collègues ont été payés normalement et il n'y a pas eu de faute. Par contre, je ne suis pas certaine que partout ça se soit passé de la même manière. Alors, pour nous, la difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est de recenser les agents infectés et de faire reconnaître dans certaines de ces situations l'accident du travail et l'imputabilité au service. Parce qu'effectivement, certains des personnels ont contracté le Covid-19 dans le cadre de leur mission. Et ça, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Donc, c'est sur ce chantier-là que nous sommes actuellement, les CHSCT, à la fois départementaux, académiques et ministériels. Une sacrée mission que voilà, Eh il y oui. a du boulot. Ouais. Ok, bah écoute, merci Evelyne. Du coup, peut-être une dernière chose. On voit que dans la période, le CSHCT, puis même hors de cette période de confinement, il a quand même un rôle fondamental par rapport à ce que tu viens de nous dire. Il me semble que les CSHCT subissent quand même des attaques et qui sont plus ou moins en voie de disparition. Voilà, comment est-ce que aujourd'hui, notamment toi en tant que syndicaliste, ça permet, quel message comment cette instance-là permet quand même, doit continuer d'exister, pardon, et comment est-ce que du coup avoir aussi des syndicats progressistes du coup dans la période et dans ces genres d'instances peut avoir du sens, notamment pour les personnels.
Alors effectivement, hein, le futur CSE, le Comité social économique, dans le cadre de la loi de transformation publique, voit fusionner les différentes instances en une seule. Donc les délégués des personnels, comité d'entreprise et CHSCT. Donc évidemment, il va y avoir des conséquences graves. Hein. C'est que les délégués des personnels vont se trouver écartés, par exemple, de la gestion des mutations intra-extra-départementales, ce qui commence déjà à être le cas. Mais ça va aussi surtout se traduire par une diminution globale des moyens en nombre d'élus, bien sûr, mais aussi en heures de délégation pour assurer nos missions. Donc clairement, le CSE ne permettra pas de poursuivre les actions qui sont menées actuellement par les CHSCT. Alors, par contre, ce qui est vrai également, c'est que la situation sanitaire qu'on rencontre aujourd'hui bouleverse malgré tout cette vision minimaliste du rôle du CSE et du coup relance l'agenda social concernant l'avenir du CHSCT. Et c'est ce combat-là qu'en tant que syndicalistes, nous avons à mener et que nous sommes en train de mener, que nous allons continuer de mener, c'est-à-dire essayer effectivement, dans la mesure du possible, que la situation qu'on vit aujourd'hui et qui, du coup, révèle la nécessité s'il en était besoin, des CHSCT, va peut-être nous permettre d'avancer sur cette situation et de revenir effectivement à ce que nos CHSCT perdurent. Ok, bah écoute, merci beaucoup Evelyne. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose Un en petit mot de la plus. fin. Alors, un petit mot de la fin, bah, on va essayer de rester très optimiste malgré une situation compliquée. Je dis ça parce qu'effectivement, on voit quand même l'énorme solidarité qui se met en place à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'on était quand même, avant cette pandémie, sur un avenir de société qui n'était pas très réjouissant. Là, on est en train de vivre un épisode dramatique et on s'aperçoit en fait que pendant cette période dramatique, les solidarités se mettent en place et peut-être que les priorités et ce qui est essentiel à nos vies commencent à ressurgir. Donc, je veux rester positive. Eh ben, merci beaucoup, Evelyne. Merci pour ton témoignage. Je crois que c'est le tour du prochain invité de prendre la suite. Donc, on va marquer une très courte pause. Je rappelle que c'est une émission que vous pouvez retrouver en rediffusion sur la chaîne YouTube des Jeunes Communistes des Yvelines. N'hésitez pas non plus, l'émission est en direct actuellement, donc vous pouvez réagir, vous pouvez commenter, vous pouvez discuter avec nous, nous poser vos questions. Nous prendrons un plaisir à y répondre. On marque une très courte pause, le temps de dire au revoir à notre invité actuel et d'aller en chercher une autre. Et on revient juste après. Et bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Christine Silva. Christine, bonjour. Bonjour. Christine, tu es parent d'élèves et notamment donc tu as un enfant en quatrième et un enfant en première ES, si j'ai bien compris. Terminal. En terminale Alors, ES. j'ai un enfant en quatrième, un enfant en seconde et une enfant en terminale, ES. Alors je vais corriger parce que du coup Bon, c'est pas grave. c'est important, c'est très important. Cela dit, oui, surtout là, oui. Voilà, c'est mieux. Donc c'est corrigé sur le live. Voilà. Donc Mathieu, je te laisse pareil ouvrir le bal et comme ça on pourra avoir. Merci en tout cas Christine de ta participation pour avoir un éclairage de parents d'élèves aussi, ce qui est très important parce que mine de rien les parents jouent un rôle important dans l'éducation de leurs enfants bien évidemment. Oui, bah du coup, bonjour Christine, merci de répondre à nos questions. Effectivement, donc en ayant un enfant au collège qui s'approche notamment de l'arrivée du brevet, et puis un enfant en terminale, du coup qui est en plein dans justement son orientation, et puis l'obtention du bac, c'est quand même l'objectif de l'année. Comment est-ce que l'école à la maison, ça peut se passer? On imagine que l'encadrement d'un collégien, d'un lycéen n'est pas tout à fait la même. Et puis quel constat faire de la continuité pédagogique dont on parle depuis tout à l'heure, avec le regard du coup de parents d'élèves à la maison confinés avec ses enfants. D'accord. Alors, en fait, au niveau de l'encadrement, bon, je ne vais pas être tout à fait académique, hein. Moi, j'ai un peu lâché dès le départ, partant du principe qu'il n'y aurait pas d'école à la maison, enfin que c'était juste pas possible. Donc, on essaye de s'organiser pour qu'ils aient tous un temps de travail. En plus, on vit en appartement et on n'a qu'un ordinateur, donc c'est très simple.
Donc, pour qu'ils aient tous un temps de travail qui puisse relativement répondre à ce que peuvent demander les professeurs. Et sinon, je pars du principe que voilà, faut qu'ils gardent leur cerveau en éveil, qu'ils lisent, qu'ils se documentent, que ça se passe aussi bien entre eux, parce que voilà, ils sont tous les trois enfermés dans l'appartement. Donc voilà, je privilégie pas uniquement l'école, je reconnais, et je crois pas beaucoup, pour répondre en même temps à la deuxième question, à la continuité pédagogique. Je pense que c'est impossible et pour les professeurs et pour les élèves. D'abord parce qu'on n'a pas tous le matériel. Ensuite parce que personnellement, je pense qu'un ordinateur ne remplacera jamais un professeur, ni le fait qu'ils ne soient pas entre pairs, donc ils ne peuvent pas discuter, il n'y a pas l'émulation, il n'y a pas les encouragements. Donc voilà, je n'y crois pas du tout. Pour mes enfants, ça ne m'inquiète pas trop, parce que je me dis que de toute façon, à un moment ou à un autre, ils vont rattraper. Par contre, je suis assez inquiète pour des enfants dans des familles. Alors, soit des familles où les parents vont eux-mêmes être très anxieux et donc vont essayer de pallier vraiment pour que l'enfant garde le même niveau et le même programme, et que ça peut faire aussi des drames familiaux, ou en tout cas vraiment créer des difficultés entre parents et enfants. Soit d'autres enfants qui avaient déjà peut-être lâché, qui étaient déjà perdus à l'école, et qui là vont être encore plus éloignés de l'école, encore plus sur les réseaux sociaux ou sur des choses qui vont pas les aider à grandir, à avancer, à maturer, à réfléchir. Donc voilà, j'y crois pas. Donc moi, perso, à mon niveau, je bidouille, mais pour les autres, je suis quand même assez inquiète. Donc on peut clairement dire, Christine, enfin je me permets, que finalement cette continuité pédagogique est complètement inégalitaire du point de vue, en tout cas déjà juste du matériel, parce que tu viens de nous dire que tu n'avais qu'un seul ordinateur, il y avait qu'un seul ordinateur à la maison. C'est compliqué du coup, j'imagine, c'est pour alterner entre les cours de quatrième, de terminale et de seconde aussi. D'après ce qu'on, j'étais aussi un élève. Enfin, un enfant en seconde, pardon. Du coup, c'est complètement inégalitaire par rapport à d'autres familles qui, elles, peuvent se permettre, par exemple, d'avoir un ordinateur personnel chacun, ou avec, ne serait-ce aussi, comme disait Evelyne tout à l'heure, ça démontre une vraie fracture numérique et sociale, finalement, de l'école. Oui, alors oui, moi je le prendrais pas complètement dans ce sens-là, parce que je suis pas sûre que si chacun était derrière son ordinateur et avait ou sa tablette pour recevoir des choses à la maison, on pourrait penser que du coup, oui, ils sont privilégiés parce que en apparence, il y aurait cette continuité pédagogique. Sauf que comme je ne crois pas à cette continuité pédagogique, je pense aussi que ça peut être un leurre pour ceux qui ont plus. Donc oui, il y a une fracture. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Pour moi, la fracture n'est pas forcément celle qui est nommée là. La fracture, elle est aussi tout simplement parce que l'école ne se fait pas par ordinateur, hein. Et que ma crainte aussi, c'est que peut-être on puisse après se raconter que ça va être possible, cet enseignement à distance. Et pour moi, non, c'est pas possible. Rien ne remplace un professeur, rien ne remplace l'humain. Et presque, je le vis à l'inverse de de ce qui pourrait être vu en apparence. Je pense que mes enfants, à la limite, ils ont de la chance de devoir partager, de devoir discuter. Ils sont obligés d'échanger, ils sont obligés. Et moi, et leurs parents, les deux parents, on est obligés de se dire que de toute façon, ce temps-là de confinement ne remplacera pas l'école et qu'ils n'arriveront pas avec le même niveau que celui qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas eu ce confinement. Je ne sais pas si mon raisonnement est très clair, Si, mais c'est parfaitement voilà. clair. Par contre, je vis quand même ça, en effet, comme des ruptures d'égalité, justement parce que d'abord, tout le monde ne va pas le prendre aussi tranquillement. Donc, on peut mettre vraiment la pression à des enfants, notamment s'ils ont le matériel, en leur disant, mais là, si tu n'y arrives pas, à la limite, c'est que tu es nul, alors que ce n'est pas vrai non plus. Et en effet, quand même aussi de tous ceux, parce que nous, ils savent se servir d'un ordinateur, nous aussi, donc malgré tout, on n'est pas complètement largués. C'est aussi des choix qu'on a faits. Il y a d'autres familles qui ne peuvent pas faire ces choix-là et qui, eux, se retrouvent vraiment loin de l'école et en effet, qui n'ont pas les outils ni matériels ni intellectuels pour pouvoir se raccrocher, pour pouvoir aussi peut-être se rassurer. Donc oui, il y a une vraie rupture d'égalité et c'est là qu'on voit aussi tout le sens que peut avoir l'école et l'école pour tous, l'école gratuite, l'école républicaine, c'est essentiel et là, elle ne pourra pas être remplacée, quels que soient les moyens qu'on ait. Voilà, c'est peut-être plus comme ça que je pourrais le dire.
Alors justement, du coup, dans ce contexte où on a une période de confinement, où en plus on sait toujours pas vraiment quand est-ce que la reprise des classes va se faire, avec effectivement cette logique-là de remplacer les professeurs dans la période par un ordinateur et ça ferait de l'apprentissage pour les élèves. Comment est-ce que notamment pour ton enfant qui est en terminale, le fait de faire passer le bac sur du contrôle continu, peut-être au-delà effectivement du... non, je vais reposer ma question. Dans ce contexte-là du coup de confinement, comment est-ce que l'obtention du bac, est-ce qu'elle pose des questions à la maison? Est-ce que c'est une source Alors, d'inquiétude ou pas? l'obtention du bac, en fait, pour ma fille, clairement, c'est presque une déception de ne pas le passer parce qu'elle était dans les starting blocks. Après, inquiétude, non, parce que je sais que, pareil, hein, à titre personnel, je sais qu'elle l'a, donc voilà. Sauf que une fois de plus, je trouve que là, c'est une rupture d'égalité pour les autres aussi, que le contrôle continu, je suis pas pour, je suis quand même pour un examen national. Déjà, je trouve qu'on classe les lycées entre eux, donc là, ça va être encore une fois de plus pour certains enfants, eh bien, même s'ils l'ont, ça va être encore plus déclassé puisqu'ils ne l'auront pas passé en même temps que les autres. Donc voilà, donc moi, c'est vrai que sur le plan personnel, je j'ai pas de grosses inquiétudes parce que je me dis que mes enfants vont le rattraper autrement. Mais sur le plan plus général, oui, ça me pose question et je me disais, personnellement, dans mes réflexions, je me dis que ça aurait pu être, en fait, déclaré année blanche cette année, c'est-à-dire finalement on remet tous les compteurs à zéro, tout le monde reprend son année l'année prochaine et prendre ce temps-là qui actuellement est une période de confinement comme une période de réflexion, peut-être aussi de consultation, comme vous faites vous. Hein, c'est bien, au moins voilà, vous nous interrogez, mais de réflexion sur bien sûr l'école, sur ces réformes qui étaient en train de se passer et qui n'étaient certainement, enfin en tout cas à mes yeux, n'étaient pas les bonnes, sur comment les élèves vivent aussi l'école, comment ils vivent cette concurrence à laquelle on les soumet de plus en plus, et d'essayer peut-être de reprendre l'année prochaine autrement, sur d'autres bases, avec peut-être aussi, pour répondre à Evelyne qui parlait tout à l'heure, se recentrer sur l'essentiel et moins voir toujours la réussite plus la réussite. Donc voilà, moi je me dis que peut-être on aurait pu carrément tout annuler et repartir à zéro l'année prochaine avec, tout le monde aurait une année de retard, ma foi, c'est pas dramatique, hein, sur une vie. Et voilà, moi c'est comme ça que peut-être j'aurais pensé les choses. Mais Alors, effectivement, c'est vrai qu'on est d'accord. Bon, il y a effectivement des urgences sanitaires dans la période, mais on aurait bien essayé de notre côté chez les jeunes communistes être notamment plus consultés dans la période, puisque elle pourrait être propice aussi à ça. On est bien d'accord. Et du coup, concernant l'orientation, notamment, comme je disais tout à l'heure, Parcoursup qui a été mis en place il y a quelques années, avec donc voilà, toujours ce contexte d'année plus ou moins blanche avec un confinement où les élèves ne seront pas vraiment évalués, donc à quoi sert vraiment cette période aussi là, notamment dans le cadre de l'orientation. Est-ce qu'il y a toujours des doutes, des inquiétudes pour effectivement pour tes enfants, mais aussi de manière générale, comment est-ce que tu ah vois oui, oui, c'est cette alors, hein. plateforme-là Mm. de nous chez les jeunes communistes on appelle ça de sélection, hein, des élèves pour le supérieur. Voilà, comment est-ce que toi Mm. tu envisages tout ça? Oui, je suis, Parcoursup. Moi, du coup, je me suis retrouvée plongée dedans là cette année, hein, avec ma fille. J'ai découvert comment c'est. Enfin bon, c'est d'abord, je trouve que c'est très stressant pour les jeunes, Mhm. avec ces histoires de lettres de motivation à faire, de choix, de sentiments aussi que finalement, si on loupe le coche, on n'aura peut-être pas le droit à l'erreur après. Enfin, je trouve que c'était vraiment très, très angoissant. En plus, il y a ce côté inhumain où on n'a pas affaire à des gens, où on peut pas vraiment voilà, se renseigner, revenir en arrière. Enfin bon. Donc cette période de confinement, je ne sais pas si elle y change grand-chose. Peut-être pour ceux, pareil, qui étaient angoissés, je n'arrive pas vraiment à me dire si la période de confinement empire le côté de Parcoursup ou pas. Ça, j'ai pas trop de vision. Mhm. Parce que déjà, pour moi, Parcoursup en tant que tel, c'est vraiment un système, je sais même pas comment le qualifier. Enfin, c'est horrible, quoi. Je trouve ça horrible, ces histoires d'algorithmes, pareil, on ne sait pas trop sur quoi ils prennent les choses. Est-ce qu'ils classent des lycées? Est-ce qu'ils les classent pas? Enfin, c'est très fumeux. Il y a un Donc, manque de transparence, oui.
Voilà, complètement, voilà, c'est ça, voilà, exactement, voilà le bon mot, ça manque de transparence. Enfin, si on pouvait supprimer Parcoursup, ça serait à mes yeux complètement parfait. Donc ça ferait partie de la réflexion qu'il pourrait y avoir, ou qu'il y aurait pu y avoir plutôt, si on avait un peu remis tous les compteurs à zéro. Eh ben, merci beaucoup, Christine, pour ton témoignage, pour ta parole. De rien. Christine, donc tu es parent. Merci pour votre émission parce que c'est bien aussi de voilà. Bah, c'est un peu le but, hein, voilà, on essaye de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas ou peu, et justement une parole libre et une parole qui a du sens dans ce genre de contexte. Donc bah, merci à toi. On va marquer une courte pause, le temps d'aller chercher notre dernier invité. Je rappelle donc que c'est une émission que vous pouvez retrouver en rediffusion sur la chaîne YouTube des Jeunes Communistes des Yvelines. Et n'hésitez pas, comme tout bon live Twitch qui se respecte, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, nous poser des questions, réagir sur ce que vous entendez, même pourquoi pas faire des propositions d'avenir sur le fameux temps de réflexion que Christine proposait. N'hésitez pas, voilà. On vous remercie. Merci encore Christine. Une courte pause et on passe à l'invité suivant. Eh bien, rebonjour à tous. Désolé pour ce petit problème technique, hein. Ce sont les aléas du live. Vous voyez que cette émission est en direct, donc vous pouvez aussi réagir dessus, poster vos commentaires, vos questions. Nous prendrons un plaisir à y répondre. Donc, Mathieu, tu avais posé une question à François. Oui, bah du coup la question était un peu la suivante, c'est par rapport au tout contrôle continu, qu'est-ce que la FSU pense déjà de cette chose-là, et y compris c'était une mesure ou du moins une réflexion que le gouvernement avait déjà posée déjà avant le confinement. Est-ce que voilà, la crise sanitaire qu'on est en train de vivre serait pas devenue une excuse pour accélérer le calendrier des mesures du gouvernement? Oui, donc par rapport à cette question, je pense que de façon incontestable, on doit dire et on doit répéter que c'est un mauvais choix. Le choix du contrôle continu est un mauvais choix. Alors on peut évidemment penser que c'est la moins pire des solutions, vu le contexte, mais rappelons que le contrôle continu était déjà la solution envisagée par le ministre bien avant la crise sanitaire. Le SNES-FSU, donc le syndicat majoritaire dans le second degré, les organisations syndicales et lycéennes également avaient déjà dénoncé ce choix au moment de la mobilisation contre les E3C et également contre la réforme du bac. Je pense qu'on peut rappeler de façon assez simple, mais ça a déjà été dit, que le contrôle continu renforce les inégalités, notamment ce qu'on appelle l'effet établissement. Alors l'effet établissement, ça veut tout simplement dire que avoir le bac à Trappes ou à Versailles, c'est plus vraiment la même chose avec la nouvelle formule du bac. Donc c'est contre cela que nous sommes mobilisés et que nous continuons bien évidemment à être mobilisés. Donc je pense que pour conclure sur cette question, le ministre il instrumentalise la situation sanitaire à des fins politiques. Tu as utilisé tout à l'heure le terme d'excuse, je pense que c'est tout à fait ça. Il y a de l'opportunisme dans la façon dont il présente le contrôle continu comme étant la meilleure des solutions. Maintenant, le bac 2020 risque fort d'être le plus inégalitaire qui soit. Donc nous devons partir de ce constat pour accompagner au mieux les étudiants qui auront eu le bac dans ce contexte, mais aussi pour remettre à plat la sélection post-bac. Ok, merci. Et du coup, concernant dans cette même réflexion, concernant Parcoursup, comment se positionne la FSU? J'imagine que vous aviez déjà des choses à dire avant le confinement sur cette plateforme d'orientation. Voilà, qu'est-ce qu'il faut en faire dans le confinement? Tout à l'heure, Christine, parent d'élève, nous disait il faudrait que ce soit une année blanche, qu'on parte de zéro, qu'on supprime limite Parcoursup. Voilà, qu'est-ce que la FSU porte comme message par rapport à ça? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faut rappeler le système que forme à la fois Parcoursup et le bac nouvelle formule qui est imposé cette année pour les élèves de première avec les E3C. C'est évidemment lié puisque on ne peut pas dissocier Parcoursup du contrôle continu. Concernant la plateforme en elle-même, à ma connaissance, les élèves avaient jusqu'au 2 avril pour s'inscrire. Christine l'a dit tout à l'heure en tant que parent d'élève, le problème c'est que avec le confinement, les élèves étaient renvoyés à eux-mêmes. Ils étaient censés être parfaitement autonomes pour gérer ça, sans être possible en présentiel des enseignants, mais aussi des psy EN, des psy de l'éducation nationale.
Donc la crise du coronavirus, elle accentue en fait le caractère inégalitaire de la procédure de sélection. Déjà que c'est une procédure dans laquelle les élèves sont renvoyés à leur propre responsabilité. Là, la crise du coronavirus, finalement, et le confinement accentuent ce caractère parfaitement inégal. Donc la FSU, le SNES, qu'est-ce qu'il demande? Il demande le report de la procédure d'affectation. Je pense qu'on doit déjà dénoncer d'ores et déjà le fait que les élèves n'aient pas eu de report par rapport à la date du 2 avril, puisque le 2 avril c'était maintenant il y a 8 jours. Donc ça veut dire que le ministre n'a pas entendu cette première demande, et la ministre de l'Enseignement supérieur non plus, qui consistait justement à faire en sorte de reporter cette date pour que les élèves aient plus de temps, parce que ça engage leur avenir tout simplement. Mais au-delà du report de la procédure, nous voulons également la remise à plat totale de la procédure d'admission dans le post-bac, avec le retour à un bac national, terminal et anonyme. Nos arguments, je pense qu'ils sont tout trouvés avec cette crise du confinement. Il ne faut donc surtout pas généraliser, normaliser le jeu de massacre dont les élèves de terminale vont être les victimes cette année. Et au contraire, il faudrait plutôt développer l'accompagnement et partir de la situation de crise pour repenser les choses complètement différemment. Merci François pour ta réponse. On a la question d'un viewer en fait qui nous demandait qu'en est-il des stages obligatoires pour les lycées pro et pour les étudiants de BTS et DUT, stages qui sont donc obligatoires pour valider leurs examens. Est-ce que tu auras un éclairage là-dessus? C'est effectivement une question très importante, parce que souvent on entend beaucoup parler justement de la série générale, beaucoup moins de la série professionnelle et technologique, parce que le BTS c'est un brevet technologique. On a évidemment de grosses inquiétudes par rapport à la validation de ces diplômes. Quand on est dans une filière tertiaire, on peut encore continuer à travailler avec le confinement. Mais quand on est dans une filière industrielle, et là je pense plus particulièrement encore à tous les élèves de bac professionnel qui étaient en stage à partir du moment où le confinement a été mis en place, et c'est bien logique pour leur sécurité, ils ont été invités à rester chez eux. Et ça veut dire que pour eux, c'est une année de perdu en termes de pratique. Et il va y avoir évidemment un gros risque de décrochage pour ces élèves, mais aussi pour ces étudiants en BTS, qui n'obtiendraient pas de véritable soutien de la part de l'institution pour être accompagnés dans l'après-confinement. Je pense que c'est effectivement quelque chose auquel on doit être très très attentif dès maintenant. C'est d'ailleurs un élément qu'on a porté à la connaissance du directeur académique très récemment. Alors du coup, peut-être pour passer un petit peu à la suite, bon, la FSU effectivement a vocation à effectivement porter un certain nombre de messages dans la question de... Il y a une question, c'est ça? Ah oui, il y a une question et je la trouve très pertinente, si je puis me permettre. François, question d'un viewer qui est assez intéressante et je pense qu'on n'y a pas pensé. À propos des candidats libres, comment peuvent-ils valider si c'est en contrôle continu? Alors c'est une très bonne question, effectivement, à laquelle je n'ai pas de réponse et j'ai pas envie de dire de bêtises tout de suite, mais effectivement, ça pose problème à partir du moment où, quand on est un élève candidat libre, ça veut dire qu'on mise tout sur le bac terminal. Or, à partir du moment où on a un ministre qui annonce que finalement ça sera en contrôle continu sur la base du premier et du deuxième trimestre, forcément, ces candidats libres, on se demande bien comment est-ce qu'ils vont faire pour obtenir leur baccalauréat. Ok, merci. Moi, du coup, je voulais un petit peu orienter la discussion aussi, puisque bon, donc la FSU donne beaucoup de choses sur la réflexion et les batailles à mener dans la fonction publique et y compris dans l'éducation nationale, mais pas seulement. Mais bon, certainement que si la FSU a comment dire, un point de vue sur la loi d'urgence contre la propagation du Covid-19 qui a été sortie par le gouvernement il y a à peu près 2 semaines, si je dis pas de bêtises, et qui constitue des attaques sans précédent sur les questions du droit du travail. Quel regard est-ce que la FSU pose sur cette loi-ci?
Tout à l'heure, quand j'ai répondu à la question du contrôle continu dans l'éducation nationale, j'ai parlé d'opportunisme politique ou d'instrumentalisation politique. Je pense qu'on peut dire exactement la même chose du point de vue du Code du travail par rapport à cette loi d'état d'urgence sanitaire. De notre point de vue syndical, le gouvernement instrumentalise la crise sanitaire de façon à pouvoir déroger par ordonnance, sans aucun contrôle de l'Assemblée nationale, au droit du travail, mais aussi aux libertés publiques. Donc on a évidemment entendu parler de la semaine des 60 heures, des congés imposés sur la période de vacances. Donc ce sont tous ces éléments qui tentent à nous montrer ou à nous prouver que le gouvernement, contrairement à ce qu'il a pu annoncer au début de la crise, il l'a annoncé de façon assez répétitive. Oui, on a compris, on veut aller vers une société plus solidaire, il faut aller vers une société plus solidaire et je pense qu'on était tous évidemment heureux d'entendre ça de la bouche du gouvernement, mais en fait il a fallu attendre à peine 15 jours pour se rendre compte que ces paroles étaient parfaitement vaines et qu'en réalité on risquait et c'est le cas actuellement, on risquait et on risque de se retrouver face à un gouvernement qui de façon complètement cynique va instrumentaliser la crise pour dire oui mais vous voyez que là on est dans une situation extraordinaire donc il faut un peu plus de souplesse. Et le problème c'est que cette souplesse elle est contre les salariés, elle est contre les droits des salariés. Ok, merci. Et puis peut-être du coup une dernière question pour clore cette quadruple interview. Voilà, comment est-ce que on envisage l'après-confinement? On a des annonces, des rumeurs, des contre-annonces de notamment Jean-Michel Blanquer sur la reprise des classes qui se ferait peut-être en septembre, peut-être le 4 mai prochain. Effectivement, je pense que c'est difficile pour tout le monde de pouvoir décrire l'avenir et l'évolution du Covid-19. Mais comment est-ce que l'école se réinvente aussi dans la période? Comment est-ce que la FSU, elle a un projet aussi pour l'école qu'elle porte, j'imagine, depuis quelques temps? Quel système éducatif vers lequel il faudrait tendre, y compris en termes de... quand le confinement sera terminé, quel service public de l'éducation véritablement? Bon, déjà, si on parle de reprise, c'est bien qu'il y a eu rupture à un moment. À la FSU, on dénonce le discours de la continuité pédagogique. Il va falloir reprendre les élèves là où on les a laissés, de façon à reprendre les bases avec eux, en présentiel et éviter ainsi le creusement des inégalités. On craint évidemment de découvrir le fossé entre les élèves qui auront eu les meilleures conditions pour apprendre à la maison et les autres, j'ai envie de dire même et tous les autres. Après, de façon plus générale, la crise elle révèle de notre point de vue à la FSU l'importance des services publics et notamment de l'école. Alors évidemment, on a aussi beaucoup entendu parler, et c'est très juste, de la santé, parce que forcément, sans système de santé, on peut pas faire face à une crise comme celle-ci, mais je crois qu'on peut aussi dire que sans école, on ne peut pas faire face à une crise comme celle-ci. Donc il faudra accompagner la reprise par des créations de postes dans l'enseignement, mais pas seulement. Je pense notamment au personnel éducatif, aux assistantes sociales, aux infirmières. Il faudra combattre toutes les tentatives d'instrumentalisation de la crise, car les suites, je le disais tout à l'heure, pourraient s'avérer encore bien pires que le confinement. Et je pense qu'il sera essentiel de repartir des élèves, de leurs besoins. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon peut-être de conclure mon propos. Repartir du besoin des élèves. Ok, merci beaucoup François. Merci François, du coup, merci de ta participation et de ton éclairage. Donc François, tu es secrétaire de la FSU des Yvelines et co-secrétaire de la CHSCT Yvelines aussi. Merci de ta participation. Nous allons donc marquer une courte pause, le temps de dire au revoir à notre invité, et puis nous allons ensuite conclure cette émission, cette quadruple interview comme disait Mathieu tout à l'heure. Donc on marque un très court instant et on se retrouve tout de suite. Et bonjour à tous, nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Bolzinger et voici, nous avons reçu donc quatre invités, une lycéenne, une membre du CHSCT et syndiquée FSU, une parente
d'élèves et un secrétaire de la FSU, donc respectivement Sacha Moret, Evelyne Bras, Christine Silva et François Hébert. Donc on les remercie chaleureusement pour leur participation. Un mot de la fin, Mathieu. Et puis je rappelle, avant que tu puisses conclure, je rappelle que c'est une émission que vous pouvez retrouver en rediffusion sur la chaîne YouTube des Jeunes Communistes des Yvelines. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner aussi à la chaîne Twitch, histoire de ne pas rater les prochaines émissions. Nous avons aussi un Facebook, un Instagram et un Twitter que vous pouvez voir affiché à l'écran. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, une adresse mail aussi, si jamais vous voulez rentrer sur le Discord, on peut vous envoyer le lien, histoire d'avoir une plateforme d'échange et communiquer avec d'autres jeunes de ta région. Et, et donc Mathieu, je te laisse pour ce petit mot de la fin. Oui, bah peut-être pour un petit mot de la fin sur l'interview, sur la question de l'école. Il me semble que là, la discussion qu'on vient d'avoir avec tous nos intervenants, elle pose vraiment la question de quelle école on a besoin aujourd'hui. On sait que l'école, elle a des difficultés depuis un certain temps. Nous, les jeunes communistes, on pose quand même le bilan depuis un certain nombre de temps. Y compris là on est en train de nous expliquer qu'on peut remplacer les professeurs et on imagine que à la suite du confinement il sera pourquoi pas envisageable dans certains discours de responsables politiques de nous expliquer que les professeurs peuvent être remplacés par des ordinateurs, mais aussi il y a une réelle problématique que nous à la JC on pose sur la question de l'orientation. C'est pourquoi Parcoursup, on dit que c'est un système qui sélectionne notamment en plus avec la réforme du bac qui déjà amène les lycéens à s'enfermer dans certaines filières dès la seconde. Nous, on estime qu'il y a une nécessité de créer un service public de l'orientation pour tous les lycéens avec des moyens nécessaires qui n'existent pas en nombre suffisant aujourd'hui pour que tout le monde puisse avoir accès à une éducation de qualité, mais aussi du coup à une orientation choisie et non pas subie, alors que c'est le cas pour un grand nombre d'élèves aujourd'hui. Vraiment très rapidement pour terminer, la prochaine émission aura lieu certainement mardi prochain. Vers 16h peut-être, donc vous confirmera sur nos réseaux. Est-ce qu'on a le thème de cette émission, Mathieu ? Le thème, donc, ce sera sur la question des facteurs et de la poste qui sont dans la période amenés à livrer le courrier, à faire face, il me semble, on en discutera, mais à l'augmentation de certains nombres de colis. Il y a certains facteurs aussi dans le cadre de leur métier qui sont affectés par le virus. Donc on aura 2 responsables syndicaux pour répondre à nos questions, un qui sera des Yvelines et un qui sera du 92, des Hauts-de-Seine. Donc voilà, on vous dit à mardi. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour cette conclusion. On pense, petite pensée, nos pensées vont vers tous les camarades qui sont confinés seuls chez eux. On pense à vous parce que c'est vraiment pas facile. Nos pensées vont aussi à toutes les personnes qui ont subi de près ou de loin le virus qui traîne en ce moment, le fameux Covid-19. C'est toujours, ce n'est jamais un moment agréable à passer soit quand on l'a, soit quand un de nos proches l'a. Donc on pense aussi à vous. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, à revisionner cette émission. Et je sais pas pourquoi j'ai fait très fort comme ça, mais c'est bien drôle. À revisionner donc cette émission sur le YouTube. Et n'oubliez pas que malgré tout, la lutte continue. Passez une bonne journée. Au revoir.